Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tosca Nouri pour parler de son univers, de son parcours et de la magie qui se cache derrière ses mots. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Tosca et bienvenue sur le podcast. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Comment ça va ? Ça va. Journée d'écriture et c'est chouette, donc ça va. Ouais. Ça va, c'était pas trop long, une journée entière ? Ah bah non, mais en ce moment c'est ma vie, puisque c'est mon occupation principale. Enfin, je suis encore étudiante, mais c'est mon. Enfin, j'ai 2 jours de cours par semaine et 2 jours bien passés, parce que des fois on a genre 8-20%. C'est des malades. Mais ouais, on a pas mal de cours, mais en dehors de ça, du coup, je suis dédiée à l'écriture du tome 2 des Dissidentes. Donc. Bien. Eh ben écoute, on va commencer par une petite présentation. En quelques mots, si tu devais résumer ton parcours, tu nous dirais quoi ? Alors, donc déjà, comme je l'ai dit, je suis encore étudiante, j'ai 22 ans, parce que je suis née du coup en 2003. J'ai grandi à Aix-en-Provence, on va dire en grande majorité, parce que je suis née à Paris, puis après j'ai habité dans plusieurs endroits, mais j'ai passé une grande partie de mon enfance à Aix-en-Provence, enfin de mes 6 à 18 ans. Ensuite, je suis partie faire des études de sciences politiques à Lyon, puis à Londres, à Dublin et ensuite à Paris pour faire un master en production et réalisation de fiction et documentaire, donc plutôt en audiovisuel. Et une deuxième année de master pour le coup, donc ça c'était un master 1 et en master 2, je suis en journalisme à Assas, donc à l'université Panthéon-Assas. Et donc je suis autrice, j'ai commencé à écrire il y a à peu près 10 ans maintenant. Donc quand j'avais 12-13 ans, enfin alors j'écrivais déjà un petit peu avant des petites histoires, mais on va dire que mon premier essai de roman date de quand j'étais en 5e, non en 4e, pardon. Je me suis déjà trompée plusieurs fois, j'ai déjà dit 5e, mais c'était 4e, mon premier essai de roman, où je me suis lancée sur Wattpad. Et donc j'ai découvert Wattpad, j'ai découvert qu'on pouvait écrire et ça m'a tout de suite, enfin ça a été une évidence. Et donc j'ai écrit un premier roman sur la résistance française, donc à 14 ans, en 2017, qui a été publié sur Wattpad, mais qui je sais même pas si ça se trouve il y a encore, mais je pense pas. Faudra aller fouiller. En tout cas, il n'a pas vocation à être nécessairement publié, en tout cas certainement pas en l'état à l'heure actuelle. Donc ça nécessiterait un vrai gros retravail et puis je pense de le redimensionner un peu pour sa cible. Enfin, il y aurait plein de choses à faire potentiellement, mais c'est pas dans mes plans, c'est pas dans mes projets au moins des 2-3 prochaines années, c'est sûr. Et donc après j'ai publié 2 recueils de poésie contemporaine en auto-édition d'abord. Et puis le deuxième a été racheté par une maison d'édition, donc le Courrier du Livre. Il est ressorti 1 an plus tard, en 2023. Et à cette époque-là, j'ai commencé du coup, parce que j'avais mis un peu l'écriture de romans de côté pendant quelques années. Après un NaNoWriMo qui m'avait un peu traumatisée, genre j'étais ça m'avait un peu vidé, je sais pas, je m'étais mal pris, je m'étais épuisée en fait dans le truc. Ouais, c'est un gros challenge. Ouais, c'est ça, pendant 2 ans je crois. Un peu moins peut-être, j'ai plus trop touché à l'écriture de romans. J'ai beaucoup lu par contre. Voilà, j'étais à une centaine de livres par an de romans par an. Donc voilà, et puis après, oui, je me suis un peu lancée sur les réseaux à ce moment-là en tant qu'autrice. Je partageais un peu mes lectures aussi sur les réseaux, mais c'était surtout en tant qu'autrice. Enfin, je me suis toujours présentée avant tout en tant qu'autrice qui partageait ses lectures plus que chroniqueuse vraiment à part entière. Et donc de septembre 2022 à tout début octobre 2023, donc pendant 1 an tout pile, j'ai écrit Dissidente.
qui a été signé 6 mois après la fin de l'écriture 9 mois après la fin de l'écriture du premier jet, chez Didi Jeunesse, et dont le tome 1 est sorti en octobre 2025. Et voilà. Et le tome 2 sortira cette année. Voilà. D'accord. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu avais 12 ans quand tu t'es lancée dans l'écriture. Mais 12-13, ouais. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a poussé à écrire, ce qui t'a donné envie d'écrire, ce qui t'a fait le déclic, en fait, et tu t'es dit « Ah, je vais aller écrire une histoire ». Déjà, j'ai toujours beaucoup aimé la fiction. Alors, je vais pas dire que j'ai toujours beaucoup aimé lire parce que c'est pas vrai. Il y a eu toute une période où apparemment, j'aimais beaucoup lire quand j'étais petite, genre de 5 à 7 ans. Ouais. Mais j'étais pas dans une famille de gros lecteurs. Ma mère lisait un peu, mais c'était pas une pratique familiale. Voilà. Si ça se faisait, la lecture, c'était un peu chacun dans son coin le soir avant de se coucher, mais c'était pas un truc forcément qu'on partageait beaucoup. Mon père, pour le coup, lit pas tant que ça. Disons peut-être un peu moins que il y a des périodes où il dégomme des romans, et puis il y a des moments où il lit pas pendant. Enfin, en fait, ça a été un gros lecteur, je crois, dans sa jeunesse, mais depuis Netflix est arrivé. Et voilà. Et donc j'ai toujours eu un peu ça quand même. Et j'ai grandi quand même dans un milieu où la lecture était quand même présente. Donc ça aide forcément dans l'enfance. Enfin, il faut le dire. Mais pas non plus omniprésente. Enfin, présente, mais pas omniprésente. D'accord. Et en fait, à 12 ans, j'étais en cours de latin. Et je me faisais chier. Je m'emmerdais à vous. Alors, j'adore le latin, mais ouais, je m'ennuyais comme un rat mort. J'aimais pas ma prof à l'époque. Et à l'époque, après, j'en ai eu des super, mais en l'occurrence, celle-là était un peu. Bon, bref. Et on faisait, je crois, des déclinaisons, je sais pas quoi. J'en pouvais plus de bouffer des déclinaisons, des trucs. Et en fait, j'avais une copine à côté de moi je la voyais écrire sur un cahier, mais des lignes. Et je disais, meuf, t'es pas en train. Enfin, meuf n'existait pas à l'époque, mais enfin, si existait, mais c'était pas dans le langage. Mais si tu fous, enfin, t'es clairement pas en train de faire des déclinaisons là, clairement. Et elle m'a parlé de Wattpad. D'accord. Et donc, j'ai découvert Wattpad comme ça. Et en fait, c'est quand j'ai appris que c'était possible d'écrire, qu'il y avait des vrais gens en fait, derrière les romans, qu'il y avait enfin, que c'est un truc d'écrire, que c'est possible, et que c'est. Enfin, évidemment qu'il y a des auteurs derrière les livres, mais on se dit jamais que ça peut être soi, en fait. Enfin, moi, en tout cas, moi, je me le suis pas dit tout de suite. Et donc, en découvrant Wattpad, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens de mon âge qui écrivaient et tout. Et je me suis dit, bah oui, enfin, évidemment. Donc, j'ai fait un premier essai de roman. Et après, 1944 Résistance, où là, pour le coup, c'est venu parce que mon professeur d'histoire géo de 3e, du coup, nous avait proposé de participer au concours national de la résistance et de la déportation. D'accord. Avec un projet, du coup, artistique. Et j'ai dit, évidemment, je vais écrire un roman, en fait, c'est évident. Et j'ai posé les premiers mots du roman, du chapitre 1, sur le CDI, enfin, sur l'ordinateur du CDI, l'heure d'après, quoi. Voilà. Donc, ouais, j'ai une grosse tradition. Enfin, pas tradition, mais disons que jusqu'à présent, l'écriture a beaucoup été liée quand même à mon parcours. Peut-être aussi parce que j'ai été élève jusqu'à présent. Enfin, je suis encore plus ou moins pendant encore quelques semaines, quelques mois. Mais ça a beaucoup été lié en fait à l'école et au fait de. Enfin voilà, j'ai pas mal écrit sur les ordis du CDI, les ordis de la médiathèque. Donc j'avais ma petite clé USB là avec mes fichiers que je transportais tout le temps. Après je les mettais le soir sur mon ordi à moi. J'avais un petit ordi bleu tout petit. Faut que je le retrouve. Enfin je l'ai filé à ma cousine puis il est passé à mon cousin. Du coup je sais pas où il est maintenant, mais j'ai un petit ordi bleu trop mignon tout petit. Rikiki, j'écrivais mes premiers romans. Et donc voilà. Donc c'est venu en fait de se rendre compte que c'était possible, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas mal aussi, hein, de se lancer quand on se dit mais oui, je peux le faire, j'y vais. C'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est hyper important pour moi d'aller voir des plus jeunes que moi. Je vais dire des jeunes, mais je pense que je peux encore être inclus dans la sphère des jeunes, mais je veux dire pendant encore combien de temps, je ne sais pas, mais du coup ouais, c'est très important pour moi d'aller voir des plus jeunes que moi, des scolaires, etc., et de faire passer ça, de faire passer en fait cette possibilité de dire c'est possible, et ça peut être vous en fait. Si vous le décidez d'écrire, vous serez écrivain. Vous serez peut-être pas auteur, mais vous serez écrivain. Et il y a je trouve ça important, quoi.
Tout à fait, je valide parfaitement. Du coup, tu nous parlais des lectures que tu as faites quand tu étais toute petite, puis après tu as moins lu. Est-ce que tu te souviens d'une œuvre ou d'un auteur ou d'une expérience de vie qui a nourri ton univers d'écriture et qui t'a donné toutes ces idées et qui t'a amené à écrire tous tes textes? Oui, il n'y en a pas un, il n'y a pas une personne. Je suis pas sûre que, en tant qu'auteur, je serais surprise qu'il y ait des gens qui disent il y a une personne qui m'a nourrie à 100% parce que je pense que on se nourrit de plein de choses et on se nourrit de tout et c'est difficile. Alors il y a des idées, il y a des parties de nous qu'on peut retracer à certaines œuvres, je pense, sont des parties de notre inspiration, des premiers. Je pense que nos lectures de début d'adolescence, ou en tout cas, je pense que les lectures qu'on a fait au moment où on a commencé à prendre plaisir et à lire pour nous-mêmes sont hyper fondatrices. Je pense que c'est vraiment les moments où ça forge le plus nos goûts, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas. Et donc, il y en a pas mal. Il y a eu Gone de Michael Grant. Il y a eu Hunger Games de Suzanne Collins. Il y a eu Divergente, que j'ai adoré, et dont j'ai toujours pas le premier tome, parce que j'ai lu le premier tome, je sais pas si c'était au CDI ou à la bibliothèque, mais voilà, il y a eu, donc on retrouve quand même, il y avait pas mal de dystopies. Après, j'avais lu U4 de plusieurs auteurs publiés chez Syros et Nathan. Oxa Pollock, j'avais lu Rose, la saga Rose de Holly Webb chez Flammarion. J'en ai pas mal, en vrai, j'en ai plein des lectures d'adolescentes qui sont précieuses. La Guerre des clans, Harry Potter évidemment, mais bon, voilà. J'ai dit de le mentionner en premier, mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'étais vraiment une fan massive de Harry Potter. Enfin, c'était vraiment toute ma personnalité de mes 8 à 14 ans. Hein, donc, oui, j'imagine. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup ça quand même, mais pas que. Donc ouais, après, mais c'est pas forcément que les livres, c'est aussi la fiction de manière générale en fait, et le monde aussi de manière générale, mais la fiction au sens large. Je pense que les séries et les films ont eu un impact aussi important sur ma plume et sur mon imaginaire que les livres. En tout cas, peut-être, oui, presque. Je pense. Ça marche. Eh ben, écoute, tu as bien raison d'avoir autant de références qui sont plutôt pas mal. Il y en a quelques-unes que j'ai lues, d'autres que je connais de nom, mais que je n'ai pas lues. Mais on note toujours dans nos wishlists tous les livres. C'était dans mes premières lectures de jeune adolescente, hein, de presque pré-adolescente, on va dire de mes 10 à... J'ai beaucoup lu parce que j'étais dans une période pas facile de ma vie à ce moment-là, harcèlement scolaire et tout ça, et la lecture a vraiment été alors je sais pas si c'est un ou une échappatoire. Une échappatoire ? Une échappatoire, je crois. Une échappatoire. Je crois que c'est on dit un, mais que c'est une. Donc ouais, la lecture était vraiment une échappatoire et c'était vraiment... je faisais que ça. Enfin, concrètement, genre, je m'enfermais dans les toilettes pour aller lire, quoi. Ou au CDI, quand je pouvais être au CDI. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est que le début. Mais après, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont venues après, qui ont influencé aussi mon imaginaire, on va dire... Et après, mon écriture, je sais pas si ma plume est si influencée que ça par mes lectures. Pas tant, je pense. Par contre, mon imaginaire, oui. Ouais. Oui, j'imagine déjà rien qu'avec tes lectures de dystopie, ça a dû pas mal t'aider. Oui. Et du coup, on va passer à ton roman de dissidente, donc à cette dystopie que tu nous as écrite. Si tu devais décrire l'âme de ce roman, les thèmes, les émotions, les couleurs, qu'est-ce que tu nous dirais de ton livre ? Très bonne question. Généralement, quand on me demande de le pitcher en une phrase et pour le situer en fait dans l'esprit des gens, je dis que c'est l'ambiance de The Last of Us sans les zombies, les thèmes de La Servante écarlate et pour le public d'Hunger Games. Et sachant que je ne connaissais qu'Hunger Games au moment où je l'ai écrit, parce que je ne connaissais pas La Servante écarlate et The Last of Us au moment où j'ai écrit le premier tome. Et donc ouais, il y a des inspirations de U4, de Sirius de Stéphane Servant, de La Route de Cormac McCarthy, de films aussi comme Children of Men d'Alfonso Cuarón,
Enfin voilà, là je sais toutes les inspi, mais c'est parce que comme on y était, tant qu'à faire à toutes les toutes les Cité. mais ouais, on est sur du coup sur une dystopie assez militarisée. Donc en France, ça se passe 35 ans après une extinction qui a fait donc une crise de la fertilité qui a fait que les femmes ne naissent plus ou presque. Et donc on est dans un état un peu totalitaire où une milice a pris le pouvoir 35 ans après l'extinction. Et donc dans une France un peu dévastée, que deux personnages, donc Ed et Joe, essayent de traverser pour rejoindre la frontière. Ça se passe en automne, donc il y a une ambiance automnale assez, j'ai envie de dire assez marquée, mais en même temps, je pense que c'est pas du tout nécessaire d'être en automne pour le lire, mais en tout cas, il y a une vibe un peu automne, un peu feu de bois, tout ça. Chocolat chaud, peut-être pas. Faut que il y a un chocolat chaud à un moment dans le roman, mais je veux dire, enfin, c'est pas trop, on n'est pas trop cosy. Non, c'est pas cosy. C'est l'inverse, c'est l'exact opposé de cosy. Donc voilà, c'est assez violent. C'est à partir de 15 ans, ça, je le précise. Pour préciser, c'est à partir de 15 ans. Par contre, après, il n'y a pas de limite d'âge haute, on va dire. Mais parce que voilà, il y a des scènes assez graphiques, il y a des trigger warnings assez marqués, donc à partir de 15 ans. Et ouais, voilà. Je pense que là, c'est déjà pas mal. Ça nous met direct dans l'ambiance. Alors, maintenant, si on revenait sur un retour d'expérience de ce que tu as vécu en tant qu'autrice, donc tu nous parlais de ton histoire, ta première histoire publiée sur Wattpad. Oula, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à la raconter et quel effet ça t'a fait d'avoir des retours, parce que tu as dû probablement avoir des followers qui suivaient ton histoire pas à pas? Ouais, alors du coup, je vais pas forcément parler de donc le tout premier essai de roman. J'ai écrit genre 10 chapitres et j'ai arrêté. Ça, pour le coup, j'aurais du mal à me souvenir. En revanche, pour 1944 Résistance, donc qui était ce roman écrit pour le concours national de résistance et de la déportation, c'est si long à dire à chaque fois. C'est NRD. J'ai eu pas mal de retours qui étaient très bons à l'époque. Bon, après, aujourd'hui, quand je le relis, j'ai envie de me flinguer, mais en tout cas, qui était bon à l'époque, et ça m'a beaucoup encouragée parce que c'est vrai que je suis un peu le genre de personne, si je vois que je suis pas bonne à un truc, j'ai pas beaucoup de volonté. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui j'ai beaucoup de volonté. Mais si je vois que je suis pas bonne quelque part, je m'entête pas. Tu vois. Sinon en fait, ou alors c'est peut-être plus que finalement que quand ça me plaît pas, je suis pas bonne. Enfin, je me donne pas les moyens d'être bonne dans ce que je fais et du coup, je m'entête pas. Mais en tout cas, ouais. Donc il y avait plutôt des bons retours et non, ça m'a permis de rencontrer mes premières copines auteurs-autrices qui sont aujourd'hui, il y en a certains avec qui je suis encore en contact, d'autres pas. Ça fait 10 ans que je les connais. Je pense par exemple à Pauline Gallois, qui est illustratrice et autrice, qui va être publiée chez Didier Jeunesse aussi, comme quoi c'est drôle, qui a été publiée chez Explora aussi pour son premier roman. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, quoi. J'en ai d'autres, des copines qui datent de cette période-là, de 2017-2018, et avec qui ont été les bêta-lectrices de Dissidentes, pour certaines. Enfin, ça a créé des liens quand même assez forts. Je sais pas s'il y a ça encore aujourd'hui sur Wattpad. Je suis pas sûre qu'il y ait encore cette émulation qu'on a pu connaître jusqu'en 2020, à peu près jusqu'au Covid. Le Covid a été un peu la gloire, le sommet de la gloire de Wattpad, et après ça s'est un peu cassé la figure, j'ai l'impression. Et j'allais dire c'était il y a 2 ans, bah non, le Covid vraiment c'est il y a 6 ans, quoi. 6 ans. Donc, ça a été très chouette cette période Wattpad. Ça m'a permis quand même de créer des liens là où j'en avais quand même peu dans le reste de. Pardon, j'ai mon chat qui. Est-ce que je peux juste mettre un bruit? Oui, on fait pause. Je fais pause, t'inquiète. Elle est là, elle allait faire du bruit. Sinon, si j'avais laissé, elle aurait gratté sa boîte, la croquette, pendant X temps. Donc voilà. La création des liens grâce à Wattpad et.
C'était très chouette, mais la période que j'ai aujourd'hui est 1000 fois plus chouette, J'imagine. plus chouette que cette époque-là. Mais c'est vrai que j'ai une petite tendresse quand même pour l'âge d'or de Wattpad et pour toutes les relations que j'ai créées là-dessus et qui m'ont quand même... parce que du coup, c'est via Wattpad que j'ai créé mon compte Instagram, c'est via mon compte Instagram que j'ai découvert tout l'univers Bookstagram, que j'ai eu envie d'écrire des nouveaux romans, que je me suis découverte aussi en tant que lectrice, en tant qu'autrice, que j'ai fait plein de relations aujourd'hui... peut-être 80% de mon cercle amical ou même plus, c'est des auteurs en fait, des auteurs et des autrices surtout, et pour la plupart publiés déjà. Et c'est trop chouette. Enfin, c'est génial quoi. J'ai enfin trouvé mon univers et ma place en fait. Et donc c'est trop bien. C'est l'essentiel. Ouais. Alors justement, quel regard tu portes aujourd'hui sur le roman que tu as publié ? Maintenant qu'il est sorti, que tu l'as écrit, qu'il reste que le tome 2 à faire, qu'est-ce que tu en dirais à aujourd'hui avec tout ce que tu as donné depuis ? Alors, le truc, c'est qu'il est sorti très récemment quand même. Il est sorti qu'il y a 4 mois, donc c'est quand même tout récent. Alors, on a tendance aujourd'hui à avoir beaucoup de parutions et à... Il y a, comment dire, il y a un énorme roulement qui fait qu'au bout de 3 mois déjà, on est presque une vieille sortie, quoi. Alors qu'il y a quelques années, des livres qui avaient moins d'1 an étaient considérés comme des sorties récentes. Donc il y a eu vraiment une accélération là-dessus, mais pour moi, je veux dire, c'était qu'il y a 3 mois, quoi, 4 mois. Donc c'est tout récent encore. Pour moi, il vient de sortir. Et dans les le fait aussi qu'il soit continuellement découvert par de nouvelles personnes fait que ça renforce cet effet de il vient de sortir. Et puis le tome 2 sort cette année, donc je suis encore en plein dedans en fait. J'ai jamais été autant dedans que maintenant en fait, où je suis encore dans le tome 1 parce que le tome 1 vient de sortir et que je fais la promo, puis il découvre, enfin voilà, j'en parle beaucoup, enfin j'ai des tables rondes, j'ai des événements, j'ai plein de choses. Et le tome 2 que je suis en train d'écrire et qu'on est en train de préparer, dont on va préparer, enfin pas tout de suite encore, mais on va préparer la sortie. Et ouais, quel regard je porte dessus, je suis plutôt... Alors ça dépend des moments, forcément. La santé mentale par rapport à nos livres, elle est pas toujours... c'est pas un long fleuve tranquille, toujours égal. C'est pas linéaire. Il y a des moments où on est trop fier de ce qu'on a fait, des moments où on lit une chronique négative et on se sent comme la pire des merdes. Enfin, il y a vraiment différentes étapes et différents passages presque obligés, je pense, dans la sortie d'un livre. Enfin, je dis ça, j'ai 0 expérience, hein, donc je dirais mon expérience s'arrête à... c'est quand même mon 3e livre, mais ça reste mon premier roman. Mais du coup, ouais, je suis plutôt fière. Je suis fière. Je suis fière pour la... C'est pas un sentiment que j'ai souvent, la fierté dans ma vie. C'est la première fois d'ailleurs que je suis vraiment fière de quelque chose, je crois. Il y a un vrai sentiment d'accomplissement en fait, que j'avais jamais eu avant, alors que j'ai fait du sport un peu à haut niveau, plus ou moins. Enfin, mais j'ai jamais eu ce sentiment d'accomplissement, vraiment, de me dire j'ai mené un projet de A à Z, c'est sorti, c'est lu, c'est apprécié. Donc ouais, et puis voilà, les retours des lecteurs sont hyper au-delà d'être très touchants, ils sont surtout hyper rassurants en fait pour moi, qui était très insécure avant la sortie du livre. Maintenant, beaucoup moins. Finalement, les retours des lecteurs m'ont aidé à être beaucoup plus... à avoir plus confiance en moi, en fait. Parce que, du coup, des insécurités que je pouvais avoir, en fait, on m'a dit, par exemple... Enfin, je pense par exemple à la plume, où je me disais, ma plume a rien de spécial, j'ai pas fait d'effort particulier sur la plume, et surtout le texte ne s'y prêtait pas, parce que j'avais pas parti dans un truc lyrique et tout sur une dystopie, ça aurait pas vraiment eu de sens. En tout cas, pas pour moi et pas pour ce roman-là et pas avec ces personnages-là. Et voilà, il fallait coller aussi à la psyché des personnages. Voilà, j'ai une mécanicienne un peu rustre, elle va pas se mettre à parler en alexandrin, donc voilà. Et mais il y a plein de gens qui disent qu'ils adorent la plume, etc. Et je me dis waouh, en fait, ce que je suis suffit finalement. Ce que j'ai fait et ce qui est naturel pour moi, et voilà, en fait, ça c'est bien et ça suffit. Et ça a beaucoup changé depuis la sortie du livre.
ouais, non, je le regarde avec beaucoup de tendresse. Parce qu'il a pas eu une vie facile, ce roman. Le début a été écrit un peu dans la souffrance. Le premier jet a été très difficile à écrire. Parce que j'étais à une période de ma vie aussi, du coup, nouvelle période de ma vie où ça allait pas trop. J'étais en début d'année étudiante et je venais d'arriver à Lyon et j'étais dans des études qui me plaisaient mais dans lesquelles je me retrouvais pas. Ça cliquait pas avec les gens. Enfin, j'arrivais pas à connecter vraiment avec les gens autour de moi. J'étais assez seule. Et en fait, Bookstagram était c'était plus que mon sas de décompression, c'était ma source de joie en fait au quotidien. Et donc ouais, niveau santé mentale, c'était un peu compliqué. J'ai eu plein de mental breakdown pendant l'écriture et ouais, ça a été dur d'arriver au bout. Et quand je vois aujourd'hui, putain, c'est un livre, il est imprimé, il est lu, il est acheté, il est recommandé, il est mis en avant en librairie, il est chroniqué, il est. Je me dis. Une grande victoire. Il y a 3 ans, j'aurais les yeux mais exorbités en fait. Donc ça, il faut pas oublier aussi. Je vais pas dire d'où on vient dans le sens pas oublier d'où on vient et tout. Ça va après les croquettes, les griffes? Voilà, désolée, il y a le chat derrière. Ouais, ah oui. Ça. Voilà, justement, tu parlais de tes mental breakdowns, de la difficulté d'écrire ton texte, tes fameuses phases de doute et de blocage qu'on a tous plus ou moins. Comment tu as réussi à les surmonter? Ouais, c'est bien. En fait, il faut le faire, c'est tout. En fait, il n'y a pas de recette. Il y a juste... Il y a un truc qui m'aide aujourd'hui parce que là, du coup, je suis en full rush d'écriture du tome 2. J'ai un court laps de temps pour l'écrire. Et j'ai découvert quelque chose récemment. Où en fait, ça m'a changé mon état d'esprit un peu, où j'ai toujours eu l'impression que ma volonté était mesurable et limitée. Que j'avais une espèce de stock de volonté en moi et que, en fait, il y a un moment où la volonté, elle est épuisée. Pas du tout. Déjà, scientifiquement parlant, la volonté ne fatigue pas. Voilà. Écrire, théoriquement, scientifiquement parlant, ça fatigue que très peu notre cerveau. Voilà. Fatigué d'avoir été devant un écran, peut avoir fatigué d'être juste fatigué d'une journée parce qu'on n'a pas dormi depuis 12 heures. Mais voilà, c'est bon. Le cerveau ne fatigue pas, en tout cas de volonté. Et donc j'ai un nouveau mantra qui est ma volonté est infinie. Et il y a ce truc de se dire en fait, comment on fait pour surmonter des blocages? On le fait en fait. C'est dur. En fait, c'est dur. Parfois, alors après, ça dépend si le problème vient juste d'un problème de blocage, ou s'il y a vraiment quelque chose dans le texte qui nous fait bloquer. Là, c'est autre chose. Mais il y a parfois, c'est juste des moments où en fait, moi, je sais que il y a un mini blocage dans le texte. Et en fait, un paragraphe qui va pas, et au lieu de le supprimer et de repartir, je bloque et je tourne en boucle et je spirale et je pars dans des spirales de pensée où j'ai du mal à avoir le bout, où j'ai du mal à trouver une issue et en fait dans ces cas-là, pour moi la réponse c'est très souvent, et ça se vérifie quasiment à chaque fois, de supprimer ce que je viens de faire. D'accord. Je me suis rendu compte, mais il m'a fallu, c'est récent, hein, c'est-à-dire que ça fait quand même depuis 10 ans que j'ai et ça fait peut-être un mois que j'ai réalisé que en fait j'ai réalisé avec mes potes parce que j'écris beaucoup avec notamment Marie Fabre, autrice de La Voix de Lorée, et Martin Miron, notamment Séveria, et Justine Bull qui a écrit Ma chère Juliette, Les oubliés d'Acton Street et Villa Camilla, et on écrit ensemble toutes les semaines dans un café. Du coup, on passe nos après-midi ensemble, puis de temps en temps, on se revoit chez les uns, chez les autres pour des apéros, des soirées, des sessions d'écriture. Mais en fait, j'ai réalisé en leur disant, je me disais, non, mais là, je bloque et tout. Et en fait, ils me disent, mais attends, c'est parce que, genre là, ce que tu viens d'écrire, ça va pas, ou parce que vraiment, il y a un problème au fond? Et je dis, bah non, mais là, c'est parce que là, je vois pas comment aller plus loin que le paragraphe que j'écris.
bah, supprime le paragraphe, tu vois. Bah oui. Donc, j'ai supprimé le paragraphe et en fait, parfois, j'ai tendance en fait, dès qu'il y a un micro grain de sable dans le mécanisme, tout se grille d'un coup, en fait. C'est vraiment ça chez moi. J'ai ce truc il y a un micro grain de sable et tout le système va se mettre en arrêt en mode alerte, 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 il y a quelque chose qui va pas, alors que c'est un mini truc. Et j'ai tendance à bloquer, à me faire des montagnes de trucs, alors que parfois, bah, il suffit juste de reprendre un truc, d'aborder une nouvelle perspective, de se dire, bah, c'est pas grave, j'arrête ce chapitre-là, j'y reviendrai plus tard, j'écris la suite. Et parfois, il faut procrastiner. Bon, moi, je suis une grande procrastinatrice, donc je me combats un peu ma procrastination, et d'où le truc de ma volonté est infinie. Mais parfois, il faut savoir procrastiner un peu et se dire, ok, là, on met de côté, on passe à la suite et on verra plus tard. Je pense que quand on a un problème de deadline, et du coup, ça s'adresse qu'à une toute petite partie des écrivains, à savoir les gens qui sont déjà publiés, qui ont des deadlines et tout. Mais quand on a des deadlines, on peut pas se permettre de rester bloqué pendant des semaines sur un mini élément. En fait, faut avancer coûte que coûte. Et donc ouais, les mental breakdowns, bah je sais pas. En fait, faut y aller quoi. Pour être comment dire, ouais, faut le voir comme je sais pas, comme une mission commando. En fait, non, mais en fait, l'échec n'est pas possible. Donc en fait, tu continues, tu avances. Tu trouves un autre moyen, tu bâcles un truc et puis tu passes à la suite. Tu pars faire un tour dehors, tu discutes avec quelqu'un, tu prends 2 jours de pause et puis tu y reviens. Mais il faut y revenir en fait. C'est ça, c'est tout. Il faut juste. Les Américains ils disent show up. Par exemple, moi, je fais beaucoup de yoga depuis quelques mois. Et il y a ce truc de juste, en fait, le plus dur, c'est de show up et de se montrer et de venir soit pour pratiquer son sport, soit pour écrire et d'ouvrir son ordi et de commencer. Et en fait, les 10 premières minutes sont les plus difficiles et après, une fois qu'on est dedans, bah, on est dedans. En fait. Donc, ouais, je pense que c'est la persévérance. Il n'y a pas d'autre clé quand c'est difficile que la persévérance. Ok. Alors justement, est-ce que tu as un rituel d'écriture pour justement te lancer dans ta séance d'écriture et que ça devienne plus facile? Alors, c'est dommage parce qu'il n'y aura pas la vidéo, mais voilà mon rituel d'écriture. Une bougie et un thé. Voilà, une bougie et un thé. J'ai pas tant de rituels que ça en vrai. J'aime bien, je suis vraiment plus à l'aise à écrire chez moi, à mon bureau, là où je suis actuellement. Parce que j'ai pas une attention très. Je suis très vite distraite. Donc ouais, j'ai tendance à très vite quand j'écris dans des cafés et tout. Alors, j'adore écrire avec mes potes, hein, mais c'est vraiment pas les moments où je suis la plus productive. C'est un peu terrible. Je vois genre Martin, il arrive à s'enfermer dans une bulle et le monde n'existe plus. Le monde pourrait s'écrouler autour que. Moi, je suis incapable de faire ça. Mais incapable, même avec un casque anti-bruit, même machin, c'est dur. Donc ouais, je pense que le fait d'être chez moi quand même ça aide pas mal, ou alors d'être dans un lieu que je connais bien, etc. C'est plutôt parfois ça m'aide aussi de sortir. Parfois j'en ai marre de chez moi et là il faut que je sorte et que j'aille ailleurs. Et ouais, non, bah souvent je me fais un thé, ouais, quand même, j'avoue, j'aime bien avoir un truc à siroter pendant que j'écris. Alors là, en l'occurrence, c'est de la tisane pour éviter de me déshydrater et de quand même de me mettre des shots de théine dans la journée. Et puis une bougie, j'aime bien. Ça, c'est quand je travaille, j'ai souvent une bougie allumée. Je sais pas, c'est comme si c'est la lumière. Pareil, la lumière de mon bureau. On peut être en pleine journée, j'allume la lumière de mon bureau. Je suis là, je travaille, donc la lumière est allumée, quoi. Ça fait une petite bulle, justement, une petite bulle de lumière dans laquelle tu peux t'enfermer pour écrire. C'est pas mal. Un peu, ouais. Alors, avec déjà tout ce qu'on a dit et tes difficultés comme tes réussites, est-ce que tu as appris quelque chose sur toi-même à travers l'écriture? Ouais, tout, hein. Bah oui, non mais oui. Que déjà, oui, j'ai de la volonté et de la persévérance. Parce que je pense que du coup, ça se résume à ça. Mais oui, comme je te dis, je suis un peu du genre à procrastiner. Et du coup, le fait d'arriver à mener un projet comme ça à bien quand t'as tendance à procrastiner, que t'as tendance à remettre un peu les trucs au lendemain et tout, bah, c'est une vraie preuve
de réussite personnelle, dans le sens où on se dit, j'ai quand même été capable de surmonter cette tendance un peu palmier dans la main. Je dis ça, mais en vrai, j'ai toujours fait beaucoup de trucs et j'ai toujours été à 1000 à l'heure et fait 15 000 trucs à la minute, mais, euh, mais c'est jamais assez, quoi. Donc, ouais, il y a aussi ce truc de perfectionniste un peu, d'apprendre à lâcher, quoi. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Bah après, ça m'a fait un peu découvrir ma voix, mine de rien, parce que c'est quand même une voie maintenant professionnelle pour moi, qui est à la fois une passion, mais aussi un métier. Et donc oui, je me suis ouverte à des nouvelles personnes, à des nouvelles perspectives, à des nouveaux univers, à la fois littéraires comme juste des vrais univers. Voilà, le monde de l'édition qui est vraiment un écosystème à part entière. Donc, Ok, non, c'est cool. j'imagine. Alors, maintenant, on va parler de ton actualité. Donc, Oui. Dissidente est sorti au mois d'octobre-novembre, c'est ça? Si Octobre, ouais, 1er octobre 2025. D'ici la fin de l'année, on aura le tome 2. Oui. D'accord. Et alors, je ne dirai rien. Ah non, mais t'inquiète, tu as raison. Garde le secret. Tu as tout à fait raison. Je n'ai pas la date moi-même. La date n'a pas encore été fixée, en tout cas pas gravée dans le marbre, et elle n'a pas été communiquée. Tant mieux, ça laisse un peu plus de marge pour les deadlines. Oui, voilà. Je pense que ça permet de se dire que si jamais il y a un peu de retard ou quoi, on n'est pas engagé. Je pense que ça va pas tarder à être fixé, mais oui, en tout cas d'ici en 2026. Ok, voilà. Ça marche. Alors, tu nous as déjà parlé beaucoup de comment t'es venues les idées, les inspirations que tu as eues, même tes petits moments avec tes amis pour les séances d'écriture et les dédicaces, les retours que les lecteurs, t'ont fait. Est-ce que tu as d'autres projets? Les clients de notre imagination, hein. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres projets à venir ou est-ce que pour le moment, tu restes sur Dissidente? Oui, j'ai d'autres projets. Mystère. non, mais c'est que j'ai d'autres projets. La suite est assurée. Donc, Dissidente est une duologie et restera une duologie. Mais ouais, j'ai d'autres projets. J'ai déjà sur quelques mois, quelques années des projets dans les canaux, quoi. Voilà. D'accord, ça marche, pas de souci. Allez fouiller. Vous direz, franchement, c'est pas difficile de trouver mes projets, d'aller farfouiller un peu sur mon podcast, sur ma newsletter, sur tout ça. Typiquement dans ma newsletter, j'en ai parlé de mes projets dans ma dernière newsletter de décembre, de fin d'année 2025. J'ai fait un peu un récap de mes projets pour 2026 et ouais, j'en ai 5-6. Ah oui, effectivement. Alors tout n'est pas des romans, il y a de la non-fiction, il y a pas mal de choses différentes, mais oui, il y a plusieurs projets dans les tuyaux. Ouais, dans les tuyaux. C'était ça que je cherchais, dans les tuyaux. Ok, ça marche. Alors maintenant, on va passer à la partie conseil, inspiration. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a marqué pour la recommander à tout aspirant auteur-auteurice? Si on parle vraiment des auteuristes, moi du coup pour le milieu de l'édition, il y a Yellowface de R.F. Kuang qui m'a pas mal qui est tellement accurate, qui est tellement bluffant de réalisme dans les dynamiques de pouvoir dans le milieu de l'édition. Alors, c'est à l'américaine, les enjeux sont pas les mêmes, puis c'est extrême, c'est un thriller, donc c'est quand même... Mais il y a des réflexions, un cynisme, une sorte de regard qui est posé sur le milieu de l'édition qui est vraiment singulier et que j'aime bien. Après, non, en fait, j'ai envie de dire le plus important en tant qu'auteur, c'est de lire. Pour moi, c'est le taf numéro 1 d'un auteur. C'est même pas d'écrire, c'est de lire. Avant toute chose. C'est comme si on demandait à un sportif de faire un marathon sans avoir mangé. Et sans s'être entraîné. C'est pas possible. Il faut manger, il faut se nourrir. Et il faut se nourrir de livres. Il faut se nourrir de livres dans le genre dans lequel on écrit. Pour comprendre aussi. Alors, après, en vrai, tout dépend si et ça, on a tendance à pas forcément faire la distinction, surtout en France.
Dans les milieux anglo-saxons, on a plus la différence entre writer et author. En France, la différence écrivain-auteur est pas forcément toujours hyper visible, mais on peut être un écrivain sans être un auteur. On peut écrire de son côté sans être forcément publié, sans être dans une démarche de faire lire, de publier ses textes, d'être un auteur en librairie, etc. Et voilà, donc si on est écrivain, j'ai envie de dire, si on écrit pour soi, mais si on écrit pour être lu et si on écrit dans l'optique de proposer quelque chose et de faire une promesse à un lecteur et de la tenir, là, il faut connaître pour moi les attentes et les attendus du genre dans lequel on écrit, pour le public pour lequel on écrit. On n'écrit pas pour la jeunesse comme on écrit pour de l'adulte, on n'écrit pas pour du YA comme on écrit pour du new adult, on n'écrit pas pour du ado comme du young adult. C'est pas interchangeable. C'est pas juste en fonction de l'âge de ces personnages, c'est en fonction de plein de choses, de plein d'autres codes attendus, réflexes, ressorts scénaristiques, ton, plume, message. Il y a vraiment beaucoup de choses à adapter en fonction de l'âge de notre lectorat cible. Après, lectorat cible ne veut pas dire lectorat. On peut avoir un lectorat cible et puis finalement des textes qui peuvent plaire à aussi un autre type de lectorat qu'on n'avait pas forcément envisagé au début. Mais ouais, je pense lire beaucoup, lire plein de genres, lire ce qui marche et lire des choses aussi qui sont un peu moins connues. Lire du francophone, c'est important aussi, parce que mine de rien, c'est des plumes entre guillemets authentiques, contrairement à des plumes traduites, même si j'ai rien contre la trad, mais on a quand même de la richesse brute en France qui est les plumes francophones et qui est pas passée par le filtre de la traduction. Et je trouve ça important de lire du francophone pour cette raison-là. Pour s'imbiber. Alors, on peut lire de la trad et en français et se nourrir quand même de la trad, mais moins. Et ouais, je trouve ça important de lire mais par contre, en termes de lecture vraiment précise, j'aurais pas. En plus, j'ai pas toute ma bibliothèque là, non, j'ai pas de livre que je recommanderais à n'importe qui. En fait. Il y a des livres que j'ai adorés et que je recommande à beaucoup de gens ou que j'offre autour de moi parce que je sais que ça va plaire. Mais il y en a aucun que je donnerais à n'importe qui. Voilà. Ok, je comprends. Et maintenant, si tu devais donner un conseil à l'écrivaine que tu étais à tes débuts, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais exactement le conseil que m'a donné Alex Astor, qui est l'autrice de la saga Lightlark, publiée en France chez Lumen, qui m'a dit, c'est sur mon podcast et en off aussi, qui m'a dit tu n'échoueras jamais tant que tu continues d'essayer. Et encore une fois, en fait, on revient toujours sur la persévérance de écrire un roman. C'est pas forcément, ça peut être facile pour certains. Disons que ça peut couler tout seul pour certains. Ça peut être très difficile pour d'autres. Ça peut couler tout seul à certains moments, être très difficile à d'autres moments. Et donc ouais, je pense que on n'échoue pas tant qu'on continue d'essayer. On n'a pas échoué tant qu'on continue d'essayer. Et je pense que c'est hyper important de se dire ça et d'avoir en tête que ouais, en fait, les gens qui sont arrivés au bout, c'est juste qu'ils n'ont pas arrêté d'essayer. Parce que c'est pas que ça veut pas dire que ça a été simple. Ça veut juste dire que malgré les difficultés, ils ont persisté. Et on n'a pas tous les mêmes difficultés. Moi, j'ai des potes, par exemple, qui adorent le premier jet et qui détestent la réécriture. Moi, je déteste le premier jet, j'adore la réécriture. Le premier jet, c'est mon chemin de croix. C'est dur, c'est épuisant, c'est le moment où je suis la plus fragile, où l'histoire est la plus fragile, où c'est difficile, quoi. Et après, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'il y a d'autres gens qui galèrent sur la réécriture. Moi, sur la réécriture, ça va, disons que j'ai mis 1 an à écrire le premier jet, 1 mois et demi à écrire le deuxième jet, du tome 1. Ouais, ça a été un peu plus rapide parce que tu avais déjà aussi la maîtrise du monde, de tes personnages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on sait quoi garder. Moi, je suis beaucoup plus performante avec de la matière déjà existante que je dois remodeler plutôt qu'avec rien. Et il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facile de construire petit à petit. Et par contre, une fois qu'ils ont tout, ils sont submergés par la quantité de choses à retravailler,
Voilà. remanier. Moi, j'ai plus de facilité avec cette période-là. Donc, il y a ça aussi. Il y a comprendre aussi, savoir reconnaître les moments où on est vulnérable et du coup se dire, bah, c'est pas parce que c'est difficile maintenant que ça vaut pas le coup d'aller jusqu'au bout et que ça sera toujours aussi difficile que ça, quoi. Ok. Voilà. Et si tu devais choisir entre la lecture et l'écriture, qu'est-ce qui te donne le plus de bouffées d'oxygène, le plus de pause, de sérénité? Bon, pause, pas l'écriture. Je pense que je choisirais quand même la lecture. Parce que j'adore écrire, mais lire justement, ça a ce côté pour moi vraiment pause où je me ressource. Là où l'écriture je donne et où je creuse à l'intérieur de moi et je vais vraiment faire du forage quoi à l'intérieur de moi et où je donne et où je j'ai cette sensation de me vider entre guillemets. La lecture, ça me remplit, ça me ressource énormément, ça me repose énormément et ça me fait m'évader plus que l'écriture. Enfin, forcément, en fait, on est toujours plus dans la lecture que dans l'écriture. Il y a l'écriture, il y a un effort à faire et c'est beaucoup plus lent, alors que la lecture, on file et donc on se laisse emporter plus facilement quand même. Enfin, je trouve. Peut-être que tout le monde ne ressent pas les choses comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Eh ben écoute, la lecture, c'est tout aussi bien pour pouvoir respirer, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on passait à la partie où est-ce qu'on peut te suivre, retrouver ton actualité, tes dates de dédicace, tes futures publications? Bah, alors, tout est sur mon Instagram, donc tosca.nourri, et sur mon site internet, donc toscanourri.com, sachant qu'il a changé récemment, c'est plus .fr, c'est .com. Donc voilà, il y a tout qui est annoncé là-bas en temps et en heure. Voilà, toute ma com est là-bas. Bah, après, j'ai un podcast qui s'appelle Littérature qui parle. Alors là, en ce moment, il est un peu en pause pour des raisons évidentes de premier jet. Voilà. Donc là, c'est un petit peu en pause parce que vraiment, il faut que je carbure au niveau écriture et que je peux pas tout faire. Il faut avoir des priorités. Mais j'ai une newsletter aussi pareil qui est un petit peu en pause là, juste le temps de finir mon premier jet. Mais oui, il y a plein d'exclus, d'avant-premières, où j'interviewe des auteurs, où je partage un peu de mon quotidien d'autrice, de mes réflexions sur l'écriture et sur le monde de l'édition, sur la lecture, sur plein de choses. Et ouais, sur Instagram, c'est un peu le hub de tout ça. C'est là où tout se rencontre. Ok. Et est-ce que tu as des dates de dédicace dans ton planning pour prochainement? Je l'ai annoncé il y a 2 heures. Donc, je peux donner la liste de mes dédicaces de printemps s'il faut. Alors. Où est-ce que c'est là? Je vais à Reims, à Paris, à Genève, à Bruxelles, à Caen, à Lambersart, près de. Je sais pas comment on dit Lambersart. Je sais pas du tout. Parce que Lambersart, L'Homme, près de Lille, Vif, près de Grenoble, Vélizy-Villacoublay, Lausanne et Rouen. D'accord. Voilà, c'est des dédicaces de printemps. Il y a des salons et des dédicaces en librairie? Il y a quasiment tout le temps des rencontres. Quasiment. Pas tout le temps, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, ok. Donc tout est sur ta page Instagram, donc on pourra tout retrouver là-bas. Ouais, tout est sur Instagram et sur mon site web. Voilà. Ok, eh ben écoute, c'est noté, je mettrai tout ça dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Eh bien voilà, on arrive à la fin du podcast. Tu nous as tout raconté? Oui, oui. Après, il y a encore des milliers de choses à raconter sur l'écriture, mais ouais, non, c'est chouette de pouvoir parler comme ça. Et puis, ouais, je sais que moi, quand j'écrivais mon premier, du coup, Dissident, je le considère quand même comme étant mon premier vrai roman abouti, publié, fini, où vraiment, je l'ai écrit en me disant, j'aimerais qu'il soit publié. Je sais pas si ça sera le cas, mais j'aimerais que ça soit le cas. Et c'est vrai que le fait d'être sur les réseaux sociaux m'a beaucoup aidé quand même, le fait d'avoir des gens qui l'attendaient, de pouvoir exprimer ce que je ressentais aussi pendant l'écriture et tout, c'était chouette et c'est toujours chouette d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et ouais, je suis très contente. Je suis très contente de tout ça, c'est très chouette. Donc non, c'est très cool de pouvoir parler, de pouvoir parler d'écriture comme ça dans des interviews et tout, c'est trop cool. Voilà. Eh ben écoute,
Merci beaucoup Tosca pour ce beau moment passé avec toi. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers et ton actualité. Pour retrouver donc Tosca, je t'en prie. Pour retrouver Tosca, vous pouvez donc vous rendre sur sa page Instagram, sur son site internet ou l'écouter sur son podcast. Rendez-vous dans la barre de description. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.